Cette semaine, Méditerranéo évoque pour commencer la renaissance de la communauté juive portugaise. Cap ensuite sur l'Italie où nous avons suivi le travail de la garde des finances face à l'afflux de réfugiés. Nous remonterons le temps sur les traces des premières implantations humaines sur 2 sites mégalithiques en Corse. Enfin, la séquence mémoire nous conduira au Maroc à la rencontre des artisans du cuir. Depuis 2015, une loi permet aux descendants de juifs chassés du Portugal pendant l'Inquisition de revenir sur la terre de leurs ancêtres et d'y acquérir la nationalité du pays. Depuis cette décision, des dizaines de juifs venus de France, de Turquie, d'Israël ou encore d'Amérique latine ont décidé de s'installer au Portugal. Alors que Lisbonne plonge doucement dans le sommeil, à 22h ce soir-là, il est un homme peu décidé à ralentir le rythme. 1 an déjà que le peintre David Kessel s'est établi à Lisbonne, un changement qui se ressent jusque dans ses peintures. Lorsqu'on se réveille le matin avec une lumière pas possible, ça vous remplit en vitamine D et ça vous incite à forcément peindre avec encore un peu plus de couleurs que d'habitude. Le Portugal, c'est ici désormais qu'il se sent le mieux, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que juif. D'une mère juive originaire de Roumanie, David Kessel dit avoir été bercé de prières séfarades dans son enfance. Sa mère, dit-il, est probablement une descendante de juifs portugais, expulsés du pays à partir du XVe siècle. J'ai une impression assez bizarre, comme de revenir à la maison. Il y a quelque chose qui me prend, comme si il y avait un appel quelque part. L'intuition grisante d'être qui sait, sur la terre de ses ancêtres, suffit à son bonheur, mais d'autres vont encore plus loin. En 2015, le Portugal a pris une décision historique. Octroyer la nationalité aux descendants des Juifs expulsés du pays pendant l'Inquisition. Depuis, les demandes affluent du monde entier, Israël, Brésil, Turquie, France ou encore États-Unis. Mais pour obtenir la nationalité, encore faut-il prouver son ascendance juive portugaise. Cette avocate lisboète se charge d'aider les demandeurs dans leur démarche. Les noms de famille révèlent beaucoup d'informations sur l'histoire, l'origine des personnes. Ils permettent de retracer leurs ascendances. Ça nous permet, dans bien des cas, de remonter assez loin et de prouver l'appartenance effective à l'ancienne communauté juive séfarade du Portugal. 300 personnes ont déjà acquis la nationalité portugaise. 4000 autres ont déposé un dossier. Et pourtant, peu acceptent de se livrer sur ce rapprochement avec le pays de leurs ancêtres. Comme si, 5 siècles plus tard, la blessure était encore à vif. Dans les rues tortueuses de Porto, sur les traces de cette histoire douloureuse, Ricardo Brochado, historien, nous sert de guide. Ici, c'est la rue San Miguel. Sur la plaque, c'est écrit « Ancien quartier juif ». Ça remonte au XVe siècle. À l'époque, il y avait plusieurs zones de la ville habitées par des juifs. Ce quartier est le dernier duquel ils ont été expulsés. Les Juifs sont alors considérés comme infidèles et dangereux par les autorités de l'époque. Elles leur demandent de se convertir au catholicisme. Ceux qui refusent en paieront le prix fort. Au XVIe siècle est arrivée l'Inquisition et elle a tout balayé sur son passage. Beaucoup de choses ont été détruites. Les propriétés des Juifs, par exemple, ont été rasées. On a des documents qui prouvent tout cela. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce sont des maisons autour de nous qui datent du XVIIIe siècle. Elles ont été édifiées sur des décombres de maisons appartenant à des Juifs au XVe siècle. Sous l'influence de l'Espagne intolérante des rois catholiques, le Portugal s'en prend à son tour à ses Juifs. Jusqu'à la synagogue du quartier sera détruite. Aujourd'hui,
Seules des plaques rappellent sa présence à l'endroit même où a été édifiée une église. Au début du XXe siècle, une nouvelle synagogue a été édifiée à Porto. Tournée vers l'avenir, elle n'oublie rien du passé. Clara Fernandes, Clara de Fonseca, Clara de Silva, these are all perfectly... Vous voyez, ce sont des noms bien portugais. Tous ces noms sont ceux de personnes juives qui ont été traduites en justice. Some of them would have been condemned to death. Certaines ont été condamnées à mort. D'autres ont eu des peines moins sévères, mais toutes ont été punies par l'Inquisition d'une façon ou d'une autre. One way or the other. Avec la loi du retour qui a été adoptée au Portugal, cette histoire qui semblait figée dans l'horreur est en train de reprendre vie. De plus en plus, des descendants de juifs du Portugal contactent le responsable de la communauté juive de Porto en vue d'une éventuelle installation sur la terre de leurs lointains aïeux. Anti-Semitic climate which exists. Le climat antisémite qui existe dans plusieurs pays européens comme la France pousse beaucoup de juifs à s'installer ailleurs. To look for other places to live. Même si l'endroit idéal pour les juifs restera toujours Israël, on peut estimer qu'en Europe, le Portugal est le meilleur endroit capable d'accueillir les juifs. Portugal is the C'est l'endroit le plus sûr pour eux. place for Jews to live, the safest place. La loi religieuse juive nous interdit de filmer l'office du Shabbat, mais Michael Rothwell nous l'assure. Désormais, les rangs de sa synagogue bruissent de langues et dialectes des 4 coins du monde. Jour après jour, il est devenu le témoin privilégié de la fascinante renaissance de la communauté juive portugaise. L'année 2016 a enregistré un nouveau record du nombre d'arrivées de migrants en Italie, majoritairement d'Afrique. Face à cet afflux continu, l'Union européenne redouble d'efforts pour arrêter les passeurs. L'opération Triton mobilise sur le terrain des acteurs comme la Garde des Finances. Reportage à Bari, dans les Pouilles. Ce matin, le maréchal Sénatore est de service au port. C'est de la marijuana. Tout ça, c'est de la marijuana. La garde des finances de Bari a comme mission d'empêcher l'entrée de contrebande sur le territoire italien. Particulièrement la drogue, en provenance d'Albanie et acheminée par la mer jusqu'ici. On utilise des embarcations performantes et rapides pour pouvoir intercepter les bateaux de nuit qui transportent par exemple la marijuana. Questo è un involucro utilizzato dalle organizzazioni in modo che non si bagna la marijuana. Les financiers ont à disposition plus de 600 bateaux et une centaine d'engins aériens pour mener leurs opérations. Dans la ville portuaire de Bari, ils opèrent au carrefour des Balkans et des côtes grecques. Alors dans leur radar, au milieu de la drogue apparaissent aussi les bateaux de migrants. Et ce sont les passeurs que la brigade tient dans son viseur. Depuis la fermeture des frontières en mars 2016, la région connaît une augmentation d'arrivées à bord de bateaux à voile ou à moteur. Des traversées très lucratives pour les passeurs, qui peuvent coûter de 5 000 à 10 000 $ par passager. Il y a une augmentation des arrivées en provenance soit de la Grèce, soit de la Turquie, avec des Zodiacs et aussi parfois des grands bateaux. Ils viennent du Pakistan, de la Syrie. Alors un jour on arrête des migrants et le lendemain la drogue. Mais ces derniers temps, c'est surtout les migrants. De ce côté de la Méditerranée, les embarcations sont pilotées par des skippers professionnels, originaires d'Europe de l'Est, qui font l'aller-retour d'une côte à l'autre, les financiers aux trousses. Les marins de la garde des finances patrouillent en permanence. Ces hommes, qui ont fait souvent carrière à bord, n'en sont pas à leur coup d'essai en matière d'intervention. Le capitaine était là ce jour de 1991, lorsque le cargo Vlora s'est profilé près des côtes de Bari, lourd de 22 000 passagers albanais. Aujourd'hui, les arrivants sont syriens, irakiens ou érythréens, et la mission des marins est avant tout de leur porter secours. L'émotion fait partie du travail. Sans ça, tu peux pas le faire.
Si ton boulot ne te touche pas, tu n'es pas bon. Il pourrait être ton frère, au-delà de sa couleur de peau, de la façon de penser ou de sa religion. Le colonel Maggiore dirige les opérations qui ont lieu sur les 800 km de côte que possèdent les Pouilles. Depuis la salle de contrôle, il déploie bateaux et hélicoptères sur le terrain. Nous avons des unités navales, des gardes-côtes qui filment et peuvent montrer en temps réel ce qui se passe. Et la nuit aussi, grâce à des caméras infrarouges, on peut voir n'importe quel bateau. Quand nous interceptons une barque de migrants en mer, nous mettons en place tout ce qui est possible pour permettre de reconnaître les passagers et conducteurs de la barque en question. À partir de là, nous menons une enquête pour essayer de trouver l'organisation qui gère ces passages en mer et par ailleurs exploite les nombreuses personnes qui fuient les pays en guerre. La patrouille aéronavale des Pouilles a saisi depuis le début de l'année plus de 7 tonnes de marijuana en mer et mis la main sur 34 passeurs. En termes d'immigration, l'équipe ne se fait pas d'illusions sur l'avenir. Ça pourrait diminuer d'une part, mais cela augmentera de l'autre. Tant qu'il y aura des inégalités économiques entre le nord et le sud de notre planète, si la guerre finit, il n'y aura plus de clandestins syriens. Mais les Congolais ou des gens ailleurs continueront d'arriver. Pour moi, la fin de la guerre ne résoudra pas la situation. D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés, au moins 300 000 personnes ont débarqué illégalement par voie maritime en Europe en 2016. La moitié d'entre elles sont arrivées par l'Italie, un record pour le pays. En décidant d'arrêter l'opération de sauvetage Mare Nostrum en 2014, l'Union européenne mobilise désormais les forces navales italiennes pour interpeller migrants et passeurs. Les hommes de la garde des finances sont l'un des piliers de cet équilibre fragile qui d'une main intercepte les flottes illégales et de l'autre doit encore et toujours porter secours. Sur les traces des premiers peuplements de Corse sur l'île pour remonter le temps des visiteurs peuvent découvrir une histoire méconnue en se rendant sur les sites mégalithiques de Kaouria et de Kukurutsu, deux sites qui abritent de nombreux menhirs et sur lesquels des recherches archéologiques continuent. Des blocs de granit comme évocation d'un temps disparu. Nous sommes à Kaouria, commune de Sartène. Dans cet alignement, deux menhirs sont armés. Ce mode de représentation est commun à tout le sud de la Corse. On est dans une période un petit peu troublée en Méditerranée, autour de 1200 avant Jésus-Christ, une période où on a énormément de conflits, des échanges dans toutes les îles méditerranéennes, des échanges de matières précieuses, des échanges de métaux. Et les statues menhirs de Kaouria sont le reflet, on va dire, de cette période un petit peu troublée avec l'émergence de guerriers au sein des communautés qui jouent vraisemblablement un rôle particulier. Mais cet aspect guerrier tend à disparaître. Les traits étaient bien plus marqués dans les années 60 lors de la découverte du site par l'archéologue Roger Grosjean. Pour la collectivité territoriale, propriétaire des lieux, la question qui se pose aujourd'hui est celle de la conservation. Dans les années 60, Roger Grosjean prend le parti de redresser ces monuments. Les reliefs, puisque ce sont des menhirs sculptés, oui, apparaissent très lisiblement. On le voit sur les photos de l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une érosion qui se fait. Il y a les lichens qui jouent également un rôle assez préjudiciable en faisant éclater la peau de la pierre. Bientôt, ici, des facsimilés viendront remplacer les statues les plus érodées. Les authentiques seront exposés au musée de Sartène où sont conservées l'intégralité des vestiges de Kaouria. La conservatrice nous montre les pièces qui témoignent de la première sédentarisation insulaire, une histoire vieille de plus de 8000 ans.
C'est la période qu'on assimile toujours avec la domestication des espèces végétales, la domestication des animaux, les premières maisons, la céramique, qui est une invention de ces populations, et sont des technologies qui arrivent dans notre région par la mer. Notre exploration préhistorique nous mène cette fois sur la commune de Lévis. Nous sommes toujours dans la vallée du Ritzanez et sur le site de Cucuruțu cette fois. Les premières traces d'implantation humaine sont plus récentes qu'à Caouria. Ici, les hommes de l'époque sculptent moins de statues menhirs. En revanche, ils bâtissent des castedi. Kevin Pechkiligin y a réalisé des fouilles. La tour est le bâtiment le plus ancien. C'est une tour, une architecture typique du deuxième millénaire dans le sud de la Corse. Elle a une structure en forme de tronc de cône et vraisemblablement elle servait d'une sorte de grenier fortifié pour les populations qui habitaient autour. Les céréales retrouvées sur place semblent provenir du plateau de Lévis. Le site fortifié a été en partie endommagé par la chute de ces rochers. Les gens qui occupent Cucuruțu au deuxième millénaire avant Jésus-Christ sont très vraisemblablement des locaux qui ressentent le besoin d'établir une forteresse à cet endroit, sur le Piano, un endroit où on peut développer plusieurs activités, notamment agricoles et agropastorales. Vers le premier âge du fer, aux alentours de 800 à 600 avant Jésus-Christ, on se rend compte que la forteresse de Cucuruțu est peu à peu délaissée. Et tout autour vont se multiplier des villages où sont regroupés 6, 7, 8, 9, 10 habitations. Et au même moment, les gens qui occupent ces petits villages vont venir enterrer leurs morts sur le site de Cucuruțu qui va en quelque sorte se transformer en nécropole. Ce souci d'enterrer les morts, que les chercheurs associent généralement à des formes de conscience évoluées, est également visible à Caouria. C'est ce que démontre le dolmen de Fontanace. Il ne nous reste plus que le squelette de cette tombe. Il faut l'imaginer recouverte d'un tas de pierres qui permettait d'isoler un petit peu la chambre. Et également cette chambre pourvue d'une entrée qui était amovible, de façon à permettre le rajout de défunts. Le dolmen a été mis à jour par Prosper Mérimée au XIXe siècle. En pleine période romantique, la découverte d'un lieu a des interprétations en tout genre. On sait pertinemment maintenant qu'il s'agissait de chambres funéraires et non pas de lieux de commémoration, de sacrifices ou autre. On a compris ces dolmens, on a eu l'occasion d'en fouiller d'autres par ailleurs. La Corse en recèle un certain nombre, celui-ci est l'un des mieux conservés, d'autres le sont aussi, notamment dans les Agriates. Au-delà de l'imagination débridée propre au romantisme, en soi, ces sites sont propices à l'interprétation. Ainsi, à Capula, près de Cucuruțu, la coexistence de vestiges préhistoriques et moyenâgeux amène à s'interroger sur la continuité de l'habitat. Ce squelette d'une femme ayant vécu durant l'Antiquité y a été découvert par François de Lanfranchi. Depuis le musée de Lévis, l'archéologue en appelle à la réouverture des chantiers de fouilles. Tous les vestiges de la préhistoire qui ont été identifiés dans la fouille de l'abri numéro 1 restent à découvrir. Donc c'est un site, il faudrait encore consacrer une dizaine d'années de recherche et nous pourrions avoir quelque chose d'assez exceptionnel parce que l'état de conservation me semble assez bon. Le chantier est vaste, rien qu'en Alta-Roque, 5 villages préhistoriques restent à fouiller. Quant à Caouria, les lieux ayant été occupés durant plusieurs millénaires, les spécialistes parlent d'un véritable laboratoire, comme un terrain de jeu pour les archéologues. La séquence mémoire au Maroc, la tradition de la fabrication du cuir reste très ancrée. Les peaux utilisées dans l'artisanat sont toutes d'origine locale, collectées par les acheteurs ambulants qui les revendent aux coopératives et aux artisans tanneurs. Ces derniers sont principalement installés dans les villes de Rabat, Fès et Marrakech. Toute une vie consacrée au cuir, une matière noble, partie intégrante du patrimoine marocain. À 75 ans, Chaïb Aras Boukal n'a travaillé que le cuir.
essentiellement autour des poufs, avec un travail en broderie qui fait encore référence aujourd'hui. Il fut d'ailleurs en son temps diplômé par le roi pour la qualité de ses produits. Installé dans le souk de Marrakech, cet artisan retraité jette un œil sévère sur les productions actuelles. Le métier se perd, les jeunes veulent aller trop vite. Ce n'est pas le bon chemin pour faire de la qualité. Abdel Jalil vient d'être diplômé du CFA de Marrakech, le centre de formation des apprentis. Il est employé chez un artisan et rêve bien sûr de fonder sa propre entreprise. Mais sans aucune aide publique, il ne peut l'envisager. Difficile alors de se faire sa propre place dans le souk. Avec mon diplôme, si l'État me soutient, je pourrais créer mon entreprise. J'ai plein d'idées que j'aimerais réaliser. Tout commence ici dans la tannerie. La matière brute trempe successivement dans ces différents bassins avant de pouvoir être proposée à la vente. Une odeur quasi insoutenable et un travail qui ne peut excéder les 10 ans au vu des risques d'intoxication. Aujourd'hui à Marrakech, 20 maisons de tannerie cohabitent. Elles emploient environ 1500 personnes. Il existe 2 écoles en tannerie, l'école arabe et l'école berbère. La première travaille sur la peau de chèvre et de mouton, la deuxième sur la peau de vache et de chameau. Ensuite, il faut respecter les différentes étapes qui n'ont pas changé au fil du temps. La première étape, c'est la chaux-vive. La chaux-vive, ça brûle pour enlever le poil. Et la deuxième étape, on va le mettre la peau dans les excréments de pigeons avec de l'eau pour souper la peau, pour lever les poils qui restent. Et la troisième étape, le sang de blé avec l'acide d'ammoniac et avec du sel. L'acide d'ammoniac pour blanchir la peau, pour dégraisser. Et la quatrième étape, c'est la corse de chêne. C'est une couleur marron. Il a resté 1 mois dans la corse de chêne. Après, on va sécher dehors à cause du soleil. Et on va ramener dans le boutique. Et il y a un monsieur qui est dans le boutique qui gratte. C'est ce qu'on appelle le grattage de finition. Le souk de Marrakech, le cœur de la ville. Un cœur qui bat aussi au rythme effréné des ventes de l'eau de peau de cuir. Un va-et-vient incessant, digne des criers que l'on retrouve dans tous les ports de pêche. Un marché fluctuant entre une offre et une demande qui ne cesse d'évoluer et la difficulté de ne léser personne. Je suis le lien entre l'acheteur et le vendeur. Un rôle de négociateur entre les 2 parties en essayant de concilier les intérêts de chacun d'eux au mieux. Une fois la matière première achetée, direction les ateliers de fabrication. Tout presque peut se concevoir avec le cuir. La maroquinerie bien sûr, mais aussi l'ameublement par exemple. À la différence de la production, les techniques de fabrication ont considérablement évolué pour une meilleure rentabilité. Cette unité, qui fournit notamment du matériel scolaire, a suivi le mouvement. Je crois que ça a été facile, comme tout le monde, ils cherchent le rendement. Et comme les artisans, ils s'aperçoivent, par exemple, au lieu de couper à la journée, par exemple, il peut couper 50 pièces, alors qu'avec une machine hydraulique, il peut arriver à 400-500 pièces. Alors c'est normal que ça l'arrange, ça arrange tout le monde. Il y a des milliers d'années, il y avait des gens qui écrivent des lettres sur des morceaux de cuir. Après, il y avait des sachets, des cartables. Donc, c'est un métier qui... Je crois que toujours il y a du nouveau. Toujours il y a du nouveau. Chaque entreprise possède son unité de fabrication. Un étage au-dessus, le classique salon d'exposition. L'occasion d'étaler son savoir-faire en présentant ses plus belles pièces. Cette société spécialisée dans les produits d'ameublement exporte son catalogue sur toute l'Europe. Un catalogue qui doit impérativement s'adapter à une clientèle et à un marché les plus variables. C'est les Européens qui sont venus installer au Maroc qui nous ont obligés à évoluer le travail du cuir pour suivre un petit peu la modernité du cuir et ce qu'ils demandent aussi, ce que demande la clientèle européenne. On a été obligés de moderniser un petit peu le travail du cuir. Les artisans de cuir marocains ont dû s'adapter toutes ces dernières années à des tendances quelquefois éloignées de leur culture. Forcément, un regard nostalgique pour Chaïb Aras Boukal.
L'éventail de l'offre aujourd'hui reste conséquente, du très beau jusqu'à certains produits bon marché à la qualité contestable. Les modes passent, mais l'histoire du cuir ici au Maroc fait toujours partie du patrimoine culturel de ce pays. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.